Salut à tous, petite intro avant que l'interview ne commence, on voulait un peu vous présenter ce que vous allez voir. Dans cette nouvelle interview, on pose des questions à Raphaël, un des fondateurs de 6TV, une nouvelle plateforme de streaming en live. Du fait que l'interview a été enregistrée il y a déjà quelques semaines, Raphaël nous donne des informations sur l'arrivée de fonctionnalités qui sont aujourd'hui peut-être accessibles sur la plateforme. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à commenter pour qu'on puisse avoir votre avis sur cette interview. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Bon visionnage à tous. On vous propose de commencer par vous présenter et de présenter CIS un petit peu la plateforme, tout ce qui s'y passe. Écoute, moi je m'appelle Raphaël, et puis voilà, j'ai fondé CIS il y a un an, à peu près, un petit peu plus d'un an. Et notre but, écoute, c'est de faire une plateforme de live. En gros, à la base, c'était de faire une plateforme de live à la Twitch, mais sur tous les terrains de jeu sur lesquels Twitch ne joue pas. Et puis voilà, on est parti dans cette aventure. Si je peux ramener un peu, si vous voulez un peu la genèse, le storytelling de CIS, comment ça s'est passé. Moi, à la base, je suis un geek. Je commençais à coder en assembleur à 10 ans, dans les années 80. Ça ne rajeunit pas. Ça remonte. Ouais, voilà, ça remonte. En fait, je faisais des démos informatiques à la fin des années 80. En fait, tu fais du code en assembleur avec de la musique, des cubes en 3D qui rebondissent synchro sur de la musique et tout ça. Tout ça en moins de 40 kilooctets sur une disquette à l'époque. Et j'ai participé à plein de démos, j'ai fait vachement d'informatique quoi jusqu'à mes 18 ans. Je suis arrivé à Paris en école d'ingénieur. Et puis j'ai fondé ma première boîte pendant mon école d'ingénieur en 99 et je l'ai arrêtée en 2016. J'ai fondé d'autres startups en parallèle, certaines qui se sont arrêtées, d'autres que j'ai revendues et puis voilà, la vie était belle, quoi. Et puis 2016, bientôt 40 ans, recherche de sens dans tout ce que je fais, à quoi ça sert. Avant, je faisais de la pub sur des écrans, en gros, qu'on installe dans les magasins un peu partout dans le monde, dans les gros magasins. Donc de la pub, des écrans, des trucs pas écolos, bref, quel est l'intérêt de tout ça? Où allons-nous? Et j'avais décidé d'arrêter l'informatique, en gros. Voilà. Donc je voulais acheter des vignes de vin, de Gamay en Savoie, et puis ça s'est pas fait finalement. Et puis entre-temps, j'ai pas mal de copains qui, eux, ont des copains copines qui sont partis dans différents ministères on gravit les échelons, on va dire. Et puis un jour, en 2017, avant les présidentielles, on m'a appelé et on m'a dit, ouais, salut, on a un projet pour toi, il y a ton nom qui est sorti. Est-ce que ça te dirait de reprendre et de redresser le journal L'Humanité? Donc à Ah. la base, le projet est venu de là. On s'est retrouvé à Bercy en train de pitcher comment faire pour redresser un journal à ma sauce. Et le constat, il est simple, quoi. Le constat, c'est que le journal L'Humanité, il perd ses abonnés en même temps que les abonnés décèdent, en gros. Ils deviennent vieux, ils décèdent, donc il y a de moins en moins d'abonnés dans le journal L'Humanité, parce que de l'autre côté, ils font pas d'acquisition de jeunes. Et à côté de ça, c'est marrant, parce qu'en 2017, pendant la campagne, si tu étais au QG de la France Insoumise, rue de Dunkerque, tu te rendais compte que à gauche, il y avait une centaine de jeunes qui débarquaient au QG tous les jours pour venir aider la France Insoumise. Donc en fait, le fait de dire que les jeunes en ont rien à faire de la politique, c'est faux. Les jeunes, s'ils sont concernés, s'ils mouillent le t-shirt, oui, ils y vont, mais simplement ils veulent pas de la politique qu'on leur propose aujourd'hui. Et lire un journal, donc il y a beaucoup de jeunes à gauche très actifs. Par contre, lire un journal écrit par des communistes qui te rappellent le passé uniquement et qui sont pas du tout tournés vers le futur, ça les intéresse pas. Et même de manière générale, toutes les infos aujourd'hui, qu'elles soient de gauche, de droite, quand tu te les prends dans la face, si en gros t'as pas ton mot à dire, si tu veux pas répondre, si tu veux pas en parler, ça nous intéresse plus, quoi. Ouais. Je considère un peu jeune aussi, entre guillemets. Ça nous intéresse plus parce qu'on veut participer, on va avoir notre mot à dire, on veut échanger, on veut co-construire ensemble. Et donc, ce que j'ai pitché à l'époque pour le journal L'Humanité, c'était ça. Un, les jeunes, ils lisent plus, ils regardent la vidéo. Zuckerberg, il disait qu'en plus 2017, ça allait être l'année de la vidéo en live chez Facebook. Donc, parce que ces petits branleurs de jeunes, ils regardent même plus les vidéos, ça a été précalculé, ça a été
monté, ça a été tourné, retourné, re-retourné. Bref, on a perdu toute l'authenticité que tout le monde recherche aujourd'hui. Donc en plus, ils consomment davantage de live que de la VOD. Et puis ensuite, ils veulent plus subir l'information, mais ils veulent participer à l'information. Ils veulent co-construire l'information. Donc je leur ai dit à l'époque à Bercy, bah écoutez, pour redresser le journal L'Humain, on va créer une startup humanité, on va lever 6 millions d'euros qu'on avait trouvés. Et puis, on va faire une chaîne de vidéos en live où, en fait, ce sont les jeunes de gauche qui vont animer les émissions. Donc, je vous refais D'accord. pas le propos sur le fait de partir à une communauté, d'appartenir, pardon, à une communauté. Quand si on te donne la parole demain dans une communauté d'une de tes passions dans la vie, bah, tu vas être super flatté, tu vas avoir encore plus la sensation d'appartenance à cette communauté, donc encore plus proche de la marque, l'humanité, et ainsi de suite. Enfin bref, il y a tout un tas d'effets d'échelle et d'effets assez intéressants qui faisaient que ça pouvait marcher. Et 2 jours avant l'élection de Macron, et ben Bernard Cazeneuve, à qui revenait la décision finale, et ben il a dit non, on va pas le faire. Et ça ne s'est pas fait. Sauf D'accord. qu'entre-temps, bah, moi j'ai développé un petit POC après pendant les vacances, en juin-juillet en gros, pendant la passation de mandat entre Hollande et Macron. J'ai fait un petit POC, une sorte de Twitch-like en PHP avec une base de données MySQL, enfin un truc basique. Je suis parti en vacances et puis bah, mes 2 associés de l'aventure aujourd'hui, Paul Arthur et Florent, et ben quand je suis revenu de vacances en août, ils m'ont dit hey, on a trouvé de l'argent pour monter la boîte, c'est parti, on y va. Je fais hein quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ils disent qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben en fait, ça intéresse plein de gens ce qu'on est en train de faire, enfin ce qui se fait pas du moins pour l'UMA, ça intéresse plein de gens et on peut le faire pas que pour l'UMA, pardon, mais on peut le faire pour tout le monde. Waouh! Et puis bah écoute, go, c'est parti. Donc en novembre 2017, on a monté la boîte, on a embauché toute une équipe de fous, aussi fous que nous, et avec comme motivation ah, les motivations suivantes. Un, moi ce qui fait que j'ai décidé de remonter, parce que je voulais plus remonter de start-up, c'est fatigant de monter une start-up. Un, on construit quelque chose de gros techniquement, donc ça veut dire on refait une plateforme de live. Il y a YouTube qu'on a une belle, il y a Wowza qu'on a une belle, il y a Facebook, Twitch évidemment. Bah, il y a Oui. 10 acteurs qui ont une belle plateforme de live dans le monde. Et bah, bien, on en fait une autre et on l'a fait dans les règles de l'art aujourd'hui en mode 2018. Tout en microservices, tout scalable à l'infini, tout avec énormément on s'appelle ça, de résilience et ainsi de suite. En bref, dans les règles de l'art. Et deux, on fait quelque chose de gros socialement. C'est-à-dire que 6, on va faire en sorte que dessus, ce soit pas la course au n'importe quoi, comme sur Periscope, où en gros, t'en arrives à voir des meufs, des teenagers qui montent leur sein. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. Pour être ma Mm. fille, c'est embête, tu vois. Et non, on essaie de tirer l'homme vers le haut, on essaie de lui apporter du contenu intéressant. Là, en ce moment, on est en train de parler, si tu vas sur 6, il y a les assises du journalisme Ouais, j'ai 2019 vu. qui sont en train d'être diffusées dessus. On espère que ça intéresse des gens. On essaie d'apporter du contenu qui, en gros, le paradigme, c'est celui où la nuit, tu dors pas, donc tu regardes Arte, tu regardes la 5, et le lendemain matin, tu arrives au bureau, ou alors je vais pas dire à l'école, mais tu arrives au bureau parce que pour regarder Arte et la 5 la nuit, faut déjà travailler, faut déjà être un petit peu plus vieux. Et le lendemain matin, tu arrives au bureau et tu fais aux gens, putain, hier, j'ai regardé un super reportage. C'était un truc sur les dauphins. Et ben, tu sais quoi, les dauphins, ils communiquent entre eux en morse et ils parlent plusieurs langues, blablabla. Enfin, bref, tu racontes ce que tu as regardé pendant la nuit. Et là, tous les gens te regardent et disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Lui, il a pas beaucoup dormi, il est fatigué et tout. Alors qu'en Oui. fait, simplement, là, ce qui vient de se passer, c'est que tu as accepté d'ouvrir ton cerveau sur quelque chose d'inattendu et tu as appris quelque chose, et le lendemain, tu te ressors grandi. Alors que l'habitude, ce serait le soir, tu rentres chez toi et tu te dis, bah, je sais pas, je raconte des bêtises, hein. J'ai l'habitude de regarder des parties de League of Legends sur Twitch. Bon, bah, t'allumes bêtement Twitch, tu regardes des parties de League of Legends, et puis 1 an, 2 ans après, bah, t'as fait que regarder des parties de League of Legends et t'as jamais ouvert ton cerveau sur quoi que ce soit d'autre, quoi. Ouais, mais ça... Notre mission chez Steez, c'est de mettre de la variété dans les contenus, de les mettre en live pour que les gens co-construisent le contenu et d'essayer en fait bah, de tirer et d'apprendre, de tirer l'homme vers le haut et de lui apprendre des choses, quoi. Et parmi ensuite nos valeurs chez Steez, bah, on a la transparence, on a ensuite la liberté. On pourra rentrer dans les détails si ça vous intéresse après, mais voilà. Et puis bah, dans nos valeurs, on a juste envie de permettre aux gens bah, de créer des trucs de ouf, quoi, et que ça soit grâce à nous. Voilà un petit peu l'aventure Seize, voilà pourquoi on l'a construite et voilà pourquoi la plateforme elle est là aujourd'hui, voilà pourquoi il s'y passe des choses. Et ce n'est que le début. Voilà, voilà.
D'accord, bah, dis donc, c'est un long passé, et c'est assez, c'est grand comme voyage, jusqu'ici, en fait. C'est quand même, C'est très surprenant, ouais. non, Quand ouais, on dit c'est aux gens que ça vient de l'humanité, que ça vient du ministère à Bercy à la base, ouais, c'est ça, ouais, bien. c'est quand même pas mal, ouais. Donc aussi, on se demandait, mais pourquoi, en fait, ça s'appelle Cise? Pourquoi, vous avez choisi de l'appeler comme ça? On se demandait, c'était assez, question comme ça, Encore une belle histoire. ouais, ouais, voilà. C'est la Saint-Nicolas, ça doit être le 6-8 décembre, un truc comme ça, 2017. Au début, on s'appelait Live Storm parce qu'on voulait provoquer un gigantesque éclair, une gigantesque tempête de live Ah ouais. sur le web. On s'appelait Livestorm. Et début décembre, à la Saint-Nicolas, je vais chez mes beaux-parents en Lorraine. Je suis dans la voiture, on sort du train, je monte dans la voiture de papy et mamie. J'ai des enfants. On les appelle papy et mamie maintenant, les parents de ma femme. Et puis là, je reçois un coup de fil d'un mec. Bonjour, je suis le patron de Life Storm. Ah oui. Ah, bonjour. Livestorm, c'est quoi? Ouais, on est une plateforme de webinar et vous vous appelez Livestorm, on n'est pas content du tout, ça craint. C'est de la vidéo, c'est du live, c'est pareil. Ok, ça n'a rien à voir parce que nous, on est une plateforme un peu généraliste. Eux, c'est du webinar. Très bien, mais bon, pour beaucoup de gens, ça reste de la vidéo, du live, Internet, donc c'est la même chose. Et vous devez changer de nom à l'antériorité. Regarde sur l'INPI, parce que l'INPI, avant de déposer Livestorm, bah, j'avais regardé sur l'INPI, il n'y avait rien du tout. Et là, je regarde sur l'INPI, ils ont effectivement déposé le nom il y a un mois, il n'était pas encore visible 2 mois avant quand j'avais cherché. Ah ouais. Oh, la grosse loose, quoi. Donc là, il Ah s'est dit, oui. ouais, je portais plainte, machin, on n'est pas content, bon, normal, quoi. Et là, on s'est dit, mince, il faut qu'on change de nom, et voilà, quoi. Et donc là, bah, toute la boîte, il y avait déjà quelques personnes qui étaient là, en fin 2017. On a lancé un petit concours de noms pendant les vacances de Noël. Voilà, les 2 semaines de vacances à Noël, petit concours de noms, on doit tous balancer des noms dans un Google Sheet partagé. Et puis, on fera un tirage au sort à la rentrée, il faut vite qu'on trouve un nom, et puis voilà, on passe à autre chose. Donc là, on s'est mis à tous participer, et puis tous les noms, il y en a aucun qui nous convenait. Et puis moi, j'étais dans la voiture, j'allais dans le Jura pour faire le Nouvel An. Et là, j'écoutais Deluxe. C'est un groupe français qui vient d'Aix-en-Provence. Et il y a une de leurs chansons. Donc on était dans la voiture avec les enfants, tout ça sur la route. Et puis là, il y a la chanson Seize the Day qui commence. Et j'adore cette chanson. Et je fais Seize the Day. Qu'est-ce que ça veut dire Seize the Day? Ça veut dire Carpe diem. Profite de ta journée. Ouais, un 6, ça veut dire quoi? 6. Ouais, 6, je regarde, ouais, 6 de power, prend le pouvoir. Nous, on a dans l'idée de permettre aux gens de rentrer dans le show. Ouais, 6 de cam, saisis la caméra. Ouais, c'est bien ça. Attends, il y a plein de choses à faire avec 6, c'est cool. Et puis Ouais. un autre truc qui m'a plu, c'était 6. Je peux dire à mes parents qui sont un peu vieux, qui sont pas très internet, je peux leur dire, écoute, va sur 16, écrit en lettres, .tv, c'est simple, 16, tu vois, c'est facile, c'est un mot aussi français, donc qui choque moins les Français. Ouais, bah, c'est On a fait des sweatshirts à capuche 6 d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens tu sais, que j'ai croisés comme ça dans la rue, des gens que je connais pas, tout ça, qui me fait waouh, cool, c'est quoi ça? Bon, je sais pas, c'est écrit 16, c'est tout, et ils trouvent ça cool. Mais comme la marque 64, quoi, tu vois, qui vient de Biarritz, quoi, c'est pareil. ouais. C'est un nombre, les gens aiment bien les nombres, j'en sais rien. Donc voilà, ça marchait bien. Et dans la voiture, je regarde là sur OVH 6.tv. Oh, il est même pas pris le truc. Peut-être tout de suite 6.tv. Enfin, c'est assez rare hein, quand même. Un Eh bah, verbe oui, oui, c'est vrai. en 5 lettres .tv qui est pas, enfin point quelque chose qui est pas acheté, c'est quand même assez étrange. Je l'achète, j'y crois pas, je l'ai et ouais bah écoute super. Et je propose à tout le monde dans la boîte, qu'est-ce que vous en dites si on s'appelle 6? Ouais, les gens ils regardent et tout. Et puis voilà, on est parti sur 6, on trouvait ça cool. Eh beh, c'est en fait, toi qui a trouvé le nom, tout simplement. C'est C'est moi qui ai trouvé le nom, ouais. ouais, Bah après, tu d'accord. sais, mon boîte, c'est insolite en soi, hein. Il t'arrive que des trucs insolites tous les jours, hein. Tous les jours, Ouais, tu bah, dis, oui, bon, c'est tout sûr. est nickel aujourd'hui, et hop, tu reçois un coup de fil, ou tu reçois un truc, et hop, il se passe à nouveau quelque chose. C'est une Ouais, belle. c'est Là, c'est si ça. tu regardes le logo 6, il y a un truc sympa aussi que j'aimais bien, c'est une petite symétrie avec la barre du i. T'as deux E de chaque côté, il y a la barre du i au milieu qui est assez symétrique. Enfin, on sentait qu'il y avait un truc à faire avec ça. Pas quoi faire comme logo, on était en train de construire une plateforme live, donc on a
pas trop le temps de s'occuper d'un logo, mais tant que t'as pas de logo, t'existes pas. Ouais, mais Malheureusement, ça c'est sûr. c'est Mm. base. Et ben on a fait un concours de logo sur 99 designs. Et c'est un Indonésien qui a gagné. Et là, pareil, on a fait participer toute la boîte sur le vote. On a demandé à toute la boîte de demander à leurs potes, à leurs parents, leurs enfants d'aller voter aussi et tout. Donc toute la boîte et tous leurs proches, tout le monde a voté. Et on est tombé sur ce logo-là. C'est ce logo-là qui a gagné le concours de logo. On a eu plus d'une centaine de propositions. Et, Ouais. et puis voilà, il nous bottait bien. Il y a un petit côté Superman si tu le tournes un peu. Il y avait un côté rose et bleu, fille et garçon, tu vois, un peu unisexe, coloré. Il y avait le dégradé qui est devenu la marque, comme vous avez pu Oui, voir sur le titre. effectivement, dégradé de fond. Bon voilà. Mm. Euh, vous savez tout sur 6 maintenant. Ouais, là on est calé là. Normalement, c'est tout bon. Et du Alors, coup, on se demandait, donc il y avait la volonté de créer une plateforme de streaming. Donc là, de base, c'était pour ouais, l'humanité, c'est ça. Ouais. de base, c'était pour l'humanité, et du coup, vous vouliez créer quelque chose de différent. Du coup, peut-être pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi en gros les principales différences de CIS par rapport à Twitch, par rapport à YouTube Live et tout. Donc vous avez parlé notamment du côté social et du côté que ce soit ce soit différent par exemple de Periscope, mais du coup est-ce qu'il y a d'autres particularités ou... Ouais, bah ta question, je peux répondre en 3 parties. Il y a ce que tu vois aujourd'hui et ce que nous on a imaginé. Ensuite, il y a ce que tu vois aujourd'hui qu'on n'avait pas du tout pensé et interview, utilisateurs, c'est ce qui nous faut remonter et à des fois on est assez surpris, c'est assez marrant. Et enfin, il y a ce qui va venir et qui sera bien plus marquant que ce qui existe déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une simple plateforme de live. Tu fais un peu de design, tu fais un peu de PHP, tu prends un serveur Nginx RTNP, tu l'installes, tu arrives à ingresser des flux et tu les affiches à l'écran. Globalement, c'est pas très compliqué. C'est ce que j'avais fait en POC, quand j'avais fait un prototype pour aller voir des investisseurs et leur montrer qu'on était capable de le faire. Aujourd'hui, les différences qu'il y a, bon bah, si ce n'est que c'est, alors, je vais pas trop rentrer dans les détails. Pour l'utilisateur final, l'avantage d'aller sur Seize, dans 2 jours, tu vas avoir le tipping. Ça, je dis pas que c'est à venir, je dis que c'est maintenant parce qu'il est prêt, presque prêt, et il va être lancé dans 2 jours, enfin avant la fin de la semaine. Tipping à 0%, c'est-à-dire que quand les gens vont aller regarder l'Alpaga Show, s'ils kiffent ce qu'ils sont en train de voir, ils peuvent te donner de l'argent et nous on prend 0% de commission dessus. D'accord. Voilà. D'accord. Ça en général tu l'as pas sur les autres plateformes, tout le monde prend un cut, nous on te reverse tout. On prend juste 25 centimes à chaque transaction et 0,14% je crois. Bref, c'est les tarifs de Stripe. On passe par Stripe et voilà, il y a juste Stripe qui est payé. Mais ce qui fait que quand quelqu'un va te donner 5 euros pour soutenir ta chaîne, toi tu vas toucher 4,74 €, quelque chose comme ça. Et si D'accord. quelqu'un te donne 10 euros, tu vas toucher 9,50 €, un truc dans le genre. D'accord. Donc, mais bien mieux que toutes les autres plateformes. Pourquoi est-ce qu'on fait du 0% et pourquoi on fera toujours du 0%? Parce que on n'a pas du tout vocation à gagner de l'argent sur le tipping et le soutien. Donc ça, c'est la première plus-value qu'il y a sur, enfin pour les streamers. Les streamers viennent chez nous, ou vont venir chez nous. Enfin, il y a tout un tas de gens après à migrer dès qu'on a sorti la fonctionnalité. Bah parce qu'en fait, c'est toi qui fais le show et c'est toi qui dois gagner sa vie. Donc, permettre à tout le monde de gagner sa vie dès la première minute en gros de stream, quoi. Première chose. Deuxième, plus importante. Pourquoi Periscope ça peut pas marcher? Pourquoi tous les lives un peu partout c'est sympa mais ça décolle pas plus? Parce que tout le monde a oublié un concept de base et c'est ça le point fort à la base de Seize mais qui se voit pas pour les viewers et même vous l'Alpaga où vous en servez pas des masses sur vos émissions, c'est le multisource. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es sur Periscope, si tu veux gagner ta vie, tu veux streamer, donc si tu veux que les gens ils viennent te voir sur ta chaîne, soit tu leur donnes rendez-vous, c'est compliqué, parce que les gens soient là à l'heure à laquelle tu leur as donné rendez-vous, soit bah il faut qu'ils viennent de 8h à 22h quand ils veulent en gros, ou de 8h à minuit le soir, j'en sais rien. Donc ça veut dire que toi, faut que tu streames tout le temps. Et bah, tu peux pas, faut que tu ailles aux toilettes, faut que tu ailles t'acheter à manger, faut que tu ailles à l'école si tu es jeune, faut que tu ailles travailler si tu es vieux, et ainsi de suite. Enfin bref, tu peux pas streamer tout le temps.
Et l'idée à la base, quand on s'est dit on va permettre aux gens de co-construire, il y a deux co-constructions. Il y a une co-construction temporelle et une co-construction géographique, on va dire spatiale. Je rentre dans les détails. La co-construction temporelle, c'est la linéarité que tu as à la télévision. Et c'est ça que personne ne fait et qu'on fait, nous, qu'on permet en tout cas aujourd'hui, maladroitement certes d'un point de vue produit, mais tu peux le faire aujourd'hui. C'est-à-dire que, je sais pas si tu regardes TF1, TF1 c'est pas Jean-Pierre Pernaut qui stream de minuit le matin à 23h39 le soir, quoi. Le mec, c'est Ouais. un streamer sur la chaîne TF1 et il vient juste streamer de 13h à 13h45, quoi. Ouais, Il bah vient ouais. vite fait. Et ben, nous, on a fait pareil sur notre plateforme. C'est-à-dire que notre plateforme te permet d'avoir plein de sources. À ce moment, on est en train de parler, je suis en train de suivre en même temps en direct, et je suis en train d'interviewer tout un tas de gens là sur les assises du journalisme à Tours, là, en temps réel. Il y a une dame de BFM là sur notre stand qui est en train d'interviewer des gens connus là. Et là, je suis sur le studio de la chaîne des assises. Je l'ai devant mes yeux là en ce moment. Je suis en train de regarder ce qu'ils font, si ça bosse bien. Et là, je vois 4, 5, 8 sources qui sont en train de popper. Et en fait, c'est comme un studio de télé virtuel. Et là, le responsable de la diffusion de la chaîne des assises qui passe d'une source à une autre, donc qui passe d'un streamer à un autre en fonction des interviews qu'ils sont en train de faire. Et donc de cette manière-là, il y a plein de, donc là en gros, de mémoire, il y a 8 équipes de 2, il y a 16 personnes sur le terrain, là, en train d'aller interviewer tous les journalistes les plus connus à la radio, à la télé et tout. Et il y a la personne qui est sur le studio de la chaîne des assises qui voit toutes ces sources et c'est elle qui décide de passer une source ou une autre. Et de cette manière-là, tu arrives à linéariser du contenu toute la journée fait par les gens de ta communauté, c'est-à-dire ceux qui sont en train de filmer avec leur téléphone portable et qui t'envoient des trucs sympas à filmer, à montrer, D'accord. en gros. Donc ça, c'est une grosse différence qui est pas Et très visible pour l'utilisateur final parce que lui, il vient juste consommer du oui, contenu. Mais quand, par exemple, sur la fête de l'UMA, que tu vois, pendant 72 heures non-stop, il y a eu du contenu sur tout ce qui était en train de se passer à la fête de l'UMA, c'était pas des employés de la fête de l'UMA qui faisaient ça, c'était juste les gens qui participaient à la fête de l'UMA, qui envoyaient leur flux via l'Apsys automatiquement sur la chaîne de l'UMA, et c'était le rédacteur en chef de la chaîne de l'UMA qui décidait de montrer telle interview, tel stand, tel concert. Et en gros, d'accord. on taffe le même taf que font les chaînes à la télévision. Ils éditorialisent, ils ont une ligne éditoriale qu'ils essaient de respecter, ils ont des valeurs qu'ils essaient de mettre en avant, et c'est eux qui décident quel stream ils vont passer. Donc voilà, ça c'est un outil plutôt qu'on a orienté B2B au début. Il y a quelques marques qui s'en occupent. Il y a la marque Cultura, par exemple, qui va animer des émissions via différents magasins en France sur des thèmes bien donnés. L'humanité, là c'est l'assise du journalisme, c'est les journalistes qui sont en train d'utiliser le système, et voilà, ça marche plutôt pas mal. Notre but là, rapidement, ça va être donc le 6 de cam dont je te parlais tout à l'heure, ça va être de donner cette possibilité-là à n'importe qui. C'est-à-dire que sans être streamer, tu vas pouvoir demander à prendre la parole dans n'importe quelle émission, et si on te donne la parole, eh ben, tu vas rentrer dans l'écran, et on va pouvoir faire rentrer plusieurs personnes dans l'écran d'une manière assez originale. Voilà, qui va vous permettre de gagner de l'argent, vous, chaîne. Donc voilà les raisons pour lesquelles à venir, on pense qu'il va y avoir une grosse différence entre Seize et toutes les autres plateformes de live. Et ensuite, il y a les retours qu'on nous fait au quotidien. Alors ça, c'est assez marrant. Des trucs qu'on n'avait pas trop prévus, imaginés. Ça reste assez marginal, mais alors déjà, le fait de venir streamer sur une plateforme française en étant français plutôt que d'aller sur YouTube, Twitch et ainsi de suite. Ce côté cocorico, on l'imaginait pas. C'est pour ça que dans la dernière UI sur le web, on a rajouté en bas à gauche fait avec un cœur en France avec une poule à côté pour remercier ces gens-là. Voilà. Et puis ça mangeait pas de pain, c'était rigolo. Parmi les autres raisons, il y avait c'est aussi un truc que j'ai jamais connu dans mes boîtes précédentes, le fait d'être early adopter. Et là, ça me rappelle le début du web, fin des années 90, où on se jetait sur Hotmail, prédécesseur d'Hotmail, du France, tout ça, pour aller se créer des comptes avec ton prénom, quoi, tu vois. Alors Ouais, qu'aujourd'hui, ouais, ouais. ça suffit. Et il y a plein de gens qui, du coup, pourquoi tu streams chez nous? Bah, parce que je suis un des premiers et c'est cool, j'ai pu avoir une chaîne avec mon nom, quoi. Ah, ça paraît bête, enfin, mais Ouais. Ouais, bah oui, c'est sûr. ça Mais de nous a toute façon, plutôt fait sourire. Et puis après, il y a des raisons un peu particulières, du genre là, il y a des gens
qui filment du sport amateur le week-end et pourquoi vous faites ça? Bah on fait ça parce que en fait sur YouTube, Facebook, pour démarrer ton live, ça prend un certain temps. Et puis le problème, c'est qu'une fois qu'on est en train de filmer le match de rugby, de foot, je sais pas quoi, les gens dans les commentaires, ils passent à ceux qui arrivent seulement, donc les parents des enfants qui sont en train de jouer sur le terrain de rugby le week-end, ou j'en sais rien, qui regardent en live, en gros, leur enfant jouer. Bah, ils demandent tout le temps le score dans les commentaires. Et c'est pénible, faut tout le temps leur répondre, oui, le score c'est machin, oui, le score c'est machin, oui, le score c'est machin. Alors qu'avec vous, bah, directement dans le broadcaster sur le mobile, enfin dans la partie film sur le mobile, bah, pendant que je suis en train de filmer la partie, je peux écrire le texte que je veux et il se met à jour en temps réel sur tous les navigateurs et toutes les apps de tout le monde. Donc bah nous en fait on écrit juste le score. On écrit 2-0 pour machin. Et comme ça les gens ils demandent plus, ils ont tout de suite le score quand ils viennent de regarder. Je fais ah ouais, c'est pour ça que tu utilises notre app? Ouais. Ah ok. Bon bah enfin tu vois ça a pas l'air très Oui, ouais. C'est sûr que. c'est pas la killer feature quoi, tu vois, mais il y a des gens pour qui bah ça a parlé. Bon ok, super. Et puis il y a d'autres gens aussi qui nous ont dit bah, sur Twitch, on est caché en fait. Sur Twitch, on n'est pas visible parce qu'il y a trop de gens qui ont vachement plus de viewers qui passent devant nous. Et du coup, bah, on n'a pas de visibilité. Alors que chez vous, bah, quand on se met à streamer, on arrive directement sur la homepage et ça, on est mis en avant. Vous êtes une plateforme qui commence, donc ça nous permet d'avoir tout de suite de la visibilité, donc c'est cool. Et effectivement, bon, bah ça évidemment, ça ne durera qu'un temps. Hein, on verra. On va devoir complexifier nos algorithmes de mise en avant sur la homepage. Bon, voilà un peu les différences qu'il y a aujourd'hui avec les autres plateformes. Plutôt minimes pour l'instant comme différence. Quand il y a les ministres qui étaient sur Twitch, on a alpagué les ministres et Acropolis, qui était l'organisateur de l'émission sur Twitch. On les a alpagués, c'est pas un jeu de mots avec l'alpagacho, hein, mais et pour leur dire hey, vous streamez sur une plateforme américaine, pourquoi pas streamer sur une plateforme française, Cocorico, on leur a envoyé un petit peu animé sur Twitter et tout. Et ils nous ont répondu, bah parce qu'en fait, Siz, c'est pas connu, alors que bah, Twitch, c'est connu, du coup, bah voilà, il y a 8000 personnes qui regardent. Bon, bah c'est sûr que contre ça, pour l'instant, on peut rien dire, mais tu sais, c'est toujours le concept, enfin c'est un peu l'œuf et la poule, quoi. Et moi, j'appelle ça le concept de la soirée. Tu viens, toi, à la soirée ou pas, samedi soir chez machin? Bah, je sais pas, j'y vais s'il y a du monde. Ok. Puis tu demandes ça à 2, 3, 4 personnes et tout le monde te fait la même réponse. Et au final, si tu fais ça, bah en fait, il y a personne qui vient à la soirée. Alors que si tu dis, tu viens à la soirée, toi, chez machin, samedi soir? Ouais, seulement s'il y a du monde. Je fais, bah ouais, il y a gavé de monde, il y a tout le monde qui vient. Ah bah viens alors. Puis si tu fais ça avec tout le monde, et bah au final, à la soirée, samedi soir, il y a tout le monde qui sera là. Donc tu sais, c'est comment faire commencer le mouvement, comment insuffler le mouvement, comment faire en sorte qu'il commence à se passer quelque chose pour que s'il y a un qui vient, ben, il y a le deux qui vient, puis s'il y a un et deux qui viennent, ben, il y a trois et quatre qui viennent, et ainsi de suite. Donc, ouais, là, on en est là, c'est le début de l'aventure. On a plein d'idées, on est en train de mettre en place pas mal de choses. Et, deux ou vous trois, là, vous prenez votre téléphone portable, vous utilisez le même compte, et en fait, et ben, si c'est A qui est en train de streamer et qu'il y a B qui veut lui prendre la main, clique sur le bouton prendre la main, et paf, sur la chaîne de l'alpaga, c'est plus l'image de A qui est affichée, mais c'est l'image de B qui est diffusée à la place. Et puis Ah si oui, c'est pas mal, ça, il lui prend la main, paf, il lui prend la main, et ainsi de suite. Voilà, on va faire un peu, on a fait un POC avec ça, on l'a testé, c'est assez rigolo de faire des lives à plusieurs sur la même chaîne et de se piquer la main, de hacker en gros la chaîne, c'est assez marrant. Donc voilà, on va mettre en place tout un tas de petites fonctionnalités comme ça. En gros, c'est pas des fonctionnalités magiques, hein, c'est juste en fait des choses qui vont vous permettre de faire des lives plus marrants, plus intéressants, il se passe plus de choses, voilà. Ok. Et du coup, donc en gros, c'est pas une fonctionnalité, mais l'intérêt de SIS, enfin, entre autres, c'est du coup presque de donner des outils professionnels, bah, comme le multicaméra, mais avec un téléphone, pouvoir, bah, par exemple, justement, afficher le score dans un match de foot, mais un petit peu à tout le monde, que du coup, tout le monde puisse commencer à faire des interviews, à lancer sa propre chaîne, mais de manière un peu plus professionnelle que sur Twitch, où là, il y aura qu'un téléphone qui pourra streamer en même temps, quoi. Carrément. Ouais, On a une chaîne de Twitch qui est venue chez nous à cause du multisource, par exemple, parce qu'ils étaient plusieurs en France à animer une chaîne sur Twitch. Ils utilisaient la même clé RTMP, la même adresse RTMP donc de leur chaîne sur Twitch. Et quand ils ont vu que chez nous, en fait, ils pouvaient en créer autant qu'ils voulaient des sources
donc une par streamer, un peu dispatché partout en France, et qui avait le gestionnaire de la chaîne qui donnait un coup la parole à l'un, un coup à l'autre, et ainsi de suite. Bah, ils ont tout de suite trouvé un outil qui leur permettait de faciliter leur travail au quotidien pour produire du live à plusieurs plus facilement. Donc ouais, notre but c'est de donner des outils, un max d'outils aux gens pour leur permettre de faire des lives le plus facilement possible et les plus intéressants possible surtout. Je peux te faire plein de réponses là-dessus. Je peux te donner une réponse business aussi assez lucide. Pourquoi Twitch fonctionne. Twitch et pourquoi quand ils ont lancé des chaînes H24 sur c'était quoi? C'était sur la moto, sur je sais plus quoi d'autre, bah ça marche pas leur truc. Pourquoi Twitch ça marche le jeu vidéo? Parce qu'en fait ça coûte rien à produire. Il suffit qu'il y ait un fan qui achète un jeu, je sais pas combien ça coûte, 70 balles, 100 balles. Il joue avec tout le temps parce il adore ça. Et puis il est avec d'autres potes, enfin il y a tout un tas d'autres gens comme lui qui adorent ça aussi, donc il regarde. Et la boucle est bouclée, ça s'arrête là. Ça va pas plus loin que ça. Production de live. En plus le jeu, l'image c'est de la Full HD, de la 4K, avec des super beaux dessins. Il y a du drame. Est-ce que le mec il va réussir à buter le boss de fin de niveau ou pas? Enfin bref, tu vois, ça maintient le spectateur en train de regarder l'image un peu dans le drame, quoi. C'est vraiment le drame qu'il y a dans un film, dans une série télévisée. C'est ce qui maintient l'audience, quoi. Bon, bah, Twitch, c'est ça. Dès que tu essaies de l'appliquer ailleurs, bah, tout de suite, ça coûte cher. Tu regardes toutes les chaînes IRL, ils ont pas les mêmes budgets, ils gagnent moins bien leur vie. Ils sont obligés de réinvestir l'argent dans ce qu'ils font. Il y a une meuf archi connue là qui fait découvrir l'Afrique du Sud. Elle passe son temps à voyager avec une équipe de 3, faut payer les gens. Enfin, c'est plus du live à la Twitch en mode jeu vidéo qui coûte rien. Là, il commence à y avoir un budget, ça devient compliqué, donc ça dure un certain temps et c'est fini. Ouais, On a ouais, une ouais. chaîne d'immobilier qui a failli se lancer sur Seize, ils en étaient à 15 000 euros de l'heure de production de live. Alors qu'ils faisaient payer ensuite dans leur business model à d'autres gens, mais entreprise, mais 15 000 euros de l'heure avec un plateau télé, un journaliste qui interviewe, du maquillage, des belles lumières, voilà. Et ben nous, on doit se situer plus près de Twitch, c'est-à-dire toi, tu as déjà ton téléphone portable, bah écoute, on te met à dispo des outils pour créer du live. Un exemple de POC qu'on a fait, je sais pas si vous l'aviez vu, si vous connaissiez déjà Seize, on a fait ça en décembre, juste avant Noël, avec Ultimate Ears et Darty. On a fait un POC une sorte de blind test. Je l'ai vu dans les best moments normalement. Ouais, bah, il J'avais. y a eu dans les best moments. Et le blind test, c'est le premier format qu'on a testé. C'est quoi un format? Et ben, c'est justement une petite brique qui te permet de faire un live. Live en question, c'est un blind test. Un format à la télé, c'est quoi? C'est des boîtes comme en démol et ainsi de suite qui écrivent des formats. C'est-à-dire que quand tu regardes une émission, je sais pas, Koh-Lanta, et ben Koh-Lanta, tout a déjà été scripté avant, tout a été écrit, tout a été préparé, tout a été étudié, testé. On sait que quand tu as une brune qui est plutôt plate, enfin qui a pas beaucoup de seins, eh ben, il faut mettre une blonde avec dans l'équipe et au début il faut les mettre dans deux équipes différentes pour créer la rivalité et la blonde elle doit avoir des gros seins parce que il y a énormément de chances que la brune soit plutôt jalouse. Enfin bref, tout a été scripté, imaginé au personnage près, aux mots qu'ils doivent dire, et ils leur demandent pas de prononcer les mots, hein. Ils font en sorte qu'ils soient dans des conditions où ça va se passer. C'est ça un format. Un format télé, c'est en gros un gros PDF qui vaut des millions pour koh qui fait 500 pages où tout est expliqué dedans pour faire un bon koh qui marche bien, qui va bien maintenir l'audience devant. Bon, bah, nous, on a fait pareil, mais sauf qu'on l'a informatisé. Donc là, le format blind test, tu lances ton live. Demain, tu pourras, si on vous le met à dispo, on va voir petit à petit. Demain, tu lances ton live, tu sélectionnes le format blind test, tu sélectionnes 10 musiques que tu uploads de ton ordinateur. Tu poses 10 questions, tu choisis à chaque fois pour chaque question 4 réponses, tu dis laquelle est la bonne, et quand tu cliques sur Go, et ben dans ton live, sans que tu aies de matériel à acheter, de gros ordi et ainsi de suite, nous on t'injecte directement tout le layout avec les questions qui s'affichent en bas et ainsi de suite, et toi tu as juste à appuyer sur le bouton Next, Next, pour passer à la question Ah, ouais. suivante pendant que tu animes ton truc. Et donc ça, tu vois, bah, ça te permet de faire quoi? T'as pas d'idée de live, tu choisis un des formats, tu le lances, et ça y est, c'est parti. Là, tu peux animer 1 heure d'émission avec du drame, on a déjà pensé à tout, avec des effets graphiques pour que ça soit sympa. Et en fait, si techniquement, on monte tout en temps réel dans le cloud sur des serveurs. Voilà. Là, le Genre. genre de choses pour t'aider à faire du live. Oui. Mais... Techniquement, comment ça peut se
de manière facile, hein, pas dans les détails, comment vous mettez en place SIS, genre globalement avec quel code? Je crois que c'était du PHP tout à l'heure. Où est-ce que vous stockez maintenant, du coup, comme il y a les rediffusions qui ont été implantées il y a pas longtemps, Ouais, c'est ça. Comment tout ça fonctionne? Ouais. Bienvenue. Eh ben, moi, je suis un vieux de la vieille, trop codé. Mais quand il fallait écrire le POC, ouais, je l'écris en PHP, en MySQL. Ce qui veut dire que tu as un gros code qui tourne, ce qu'on appelle du code monolithique, ce qui fait que si ton serveur il plante, il n'y a plus rien du tout qui marche. Et puis le problème de ça aussi, c'est que ton serveur il devient saturé en CPU, en RAM, je sais pas, au bout de 1000 utilisateurs en simultané par exemple, exemple bidon. Donc qu'est-ce que tu fais? Alors dans le cloud aujourd'hui, chez Google, Amazon, tout ça c'est facile, hein, tu vas sur l'interface de ton serveur. Là, il a 4 CPU, tu prends le slider, tu le mets à 16, tu fais OK, t'attends 2 secondes et ça y est, t'as 4 fois plus de CPU maintenant et 4 fois plus de RAM, t'augmentes tout. Et puis ça c'est de la scalability verticale, ça s'appelle. C'est-à-dire que t'augmentes la puissance de tes machines. Sauf que ça c'est une limite. Donc là maintenant tu as 4 fois plus de RAM et de CPU, donc maintenant tu peux handler 4000 utilisateurs parallèles, enfin en simultané. Puis ça augmente, donc tu remultiplies par 10 maintenant, tant qu'à faire, et hop, tu passes à 160 CPU virtuels, et ainsi de suite. Merci le cloud. Mais il y a une limite, ça s'arrête à un moment donné. Et une fois que ça s'est arrêté, comment tu fais? Tu mets encore plus de serveurs derrière et tout, ça devient le bordel. Et tout ça, ça scale, c'est ce que je faisais dans mes boîtes précédentes, ça scale jusqu'à des millions peut-être d'utilisateurs. Mais pour faire une interface utilisée massivement, qui a comme objectif de changer socialement les choses, d'être gros socialement, comme je vous ai dit tout à l'heure, et gros techniquement, il y a un moment donné, ça a une limite et ça marche plus. Donc on passe en microservice. Microservice, c'est pour la faire simple, je sais pas, quand tu écris dans ton gros code PHP toute la partie pour gérer les utilisateurs et puis toute la partie pour gérer les chaînes, par exemple. Pourquoi est-ce que tu écrirais ça dans le même code en fait? Pourquoi ça tourne sur le même serveur? Pourquoi c'est ensemble? Pourquoi s'il y en a un qui pète, il y a tout qui pète et du coup il n'y a plus rien qui marche? Alors que tu pourrais très bien écrire 2 codes en PHP, un qui s'occupe que des utilisateurs, un autre qui s'occupe que des chaînes. Et puis dans ton interface web, quand tu as besoin des chaînes, tu vas parler au service des chaînes, et quand tu as besoin des utilisateurs, tu vas parler au service des utilisateurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça c'est Julien, notre CTO, Julien Breu, qui était ancien CTO de bureau à partager, qui bossait avant chez iAdvise, que j'ai rencontré en décembre et qui m'a dit ouais non, si on construit quelque chose, si demain tu veux que je sois CTO de la boîte, viens, on le construit comme ça, quoi. C'est mieux pour l'avenir. Alors si c'était à refaire, je sais pas si je le referais tout de suite, parce qu'en fait là on a tout de suite écrit les choses dans les règles de l'art et on s'est concentré sur la technique au lieu de se concentrer sur la plus-value qu'avait l'utilisateur à utiliser SIS. Je vais pas dire qu'on a perdu un an, mais presque, tu vois. Et alors aujourd'hui, c'est top, on a une super plateforme, mais si demain on devait mourir, on mourra avec une super belle plateforme. Super, mais c'est un peu con, tu vois. Parce qu'écrire en microservice, ça demande un petit peu plus de temps, un peu plus de sacrifice qu'écrire un gros truc monolithique où il y a tout dedans, le front, le back, les bases de données, allez, vas-y, on met tout ensemble. C'est ce qui fait, par exemple, aujourd'hui, quand tu es en microservice, que tu te rends compte en tant qu'utilisateur. Des fois, tu vas sur 6, tu fais même pas gaffe. Et en fait, tu es sur une chaîne et il y a le chat qui disparaît pendant 1 seconde ou 2 et le chat réapparaît automatiquement. Donc là, c'est pas toi qui es fatigué, là, c'est juste notre service chat qui a... c'est pas grave, il y en a un autre qui s'est relancé et automatiquement, ce que tu vois là quand tu es sur la chaîne de l'Alpaga Show, le front, comme il a dit, oula, il n'y a plus le service chat, il s'est caché automatiquement, il a disparu automatiquement. Et dès qu'il est revenu, il s'est réaffiché automatiquement. Et tout fonctionne comme ça aujourd'hui chez nous. Donc le restream, tu as programmé un restream, quand tout est dans le cloud aujourd'hui, Kubernetes c'est un orchestrateur, c'est-à-dire t'as plus un serveur qui gère les utilisateurs, un serveur qui gère les chaînes ou je sais pas quoi. T'as plein de serveurs qui tournent sur lesquels il y a Kubernetes et Kubernetes va lancer chacun de tes petits serveurs. On peut imaginer ça un petit peu comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous le samedi soir, quand vous mettez à streamer, on voit un flux RTMP qui arrive, qui vous appartient apparemment, parce que votre login et votre mot de passe, enfin votre clé RTMP a été identifiée, elle est bonne, elle est validée, c'est bon. Et là, instantanément, on demande à Kubernetes de lancer un serveur dynamiquement à la volée pour prendre votre flux.
Donc là, tu fais Start Stream dans OBS ou je sais pas quel logiciel vous utilisez. Et, OBS. et quelques millisecondes après, qui prend votre flux. Et donc là, il peut y avoir chaîne en même temps. Si toi ta chaîne elle pète, il y a un gros bug dans le code, ta chaîne elle explose et tout, bah c'est juste ton serveur à toi qui explose, mais tous les autres serveurs de tous les autres gens continuent à tout. Donc là, bah, on prend ta source et puis quand tu cliques sur démarrer la chaîne, et bah là on lance un nouveau serveur à qui on va dire bah donc ça c'est ça notre studio virtuel, c'est là où on mixe le flux vidéo en temps réel, c'est là-dedans. On est capable d'afficher plein de sources à l'écran, d'afficher des navigateurs, enfin en gros tout ce qui est capable de faire ton OBS avec les chroma keys, enfin les fonds verts et ainsi de suite. Tout ça, on est capable de le faire dans le cloud, on le fait dans le cloud. Ça c'est D'accord. Antoine qui en occupe chez nous de la vidéo. C'est lui qui gère tout ça. La partie là, on l'appelle le studio. Et donc quand tu démarres ta chaîne, et bah paf, il y a un serveur studio qui démarre. Et le truc qu'on lui dit aujourd'hui, c'est d'aller chercher la source qui est celle qui est en train de tourner sur le serveur de Pagacho source 1. Et il va la chercher, il l'affiche en plein écran. Et puis comme tous les paquets ensuite vidéo, ils doivent être disponibles sur Internet, et ben on a un troisième pod, ça s'appelle un troisième serveur, paf, qui se crée comme ça à la volée, en une milliseconde, en moins d'une milliseconde, qui va aller chercher la sortie de ton studio et qui va aller prendre les fichiers, les découper, les balancer dans les CDN pour qu'il y ait des millions de personnes qui puissent regarder votre émission dans le monde entier ensuite derrière. Et donc quand tu actives le stream, quand tu es dans ton studio, que dans Transfert, tu bouges le petit bouton là, te gueule là, pour dire ah ouais tiens là j'ai envie de restreamer sur YouTube. Quand tu fais le petit mouvement avec ta souris, là concrètement ce qui se passe derrière, ton navigateur il envoie une requête GraphQL à notre gateway pour lui dire hey il a envie de restreamer sur YouTube tout de suite maintenant. Là la gateway elle se dit ça c'est destiné au service Restream. Il est où lui? Il est là-bas le service Restream. Donc là il va lui parler en gRPC. Hey service Restream, il y a l'Alpaga qui a envie de restreamer sur son compte YouTube. Là, le service Restream, il dit, OK, ils sont déjà en train de le faire ou pas? Non, ils le font pas. Ah, bah tiens, je lève un serveur. Paf! En une milliseconde, il y a un nouveau serveur qui vient de se lever. Et ce serveur-là, bah, comme le transcode qui lui envoie les paquets sur Internet, bah, lui, le serveur-là, il vient aussi prendre la sortie de ton studio, sauf qu'au lieu de le découper en petits morceaux, le mettre dans le CDN et tout, il reprend la sortie de ton studio, il downscale l'image en 720p à la volée, on rajoute en overlay le 6 TV en bas à droite, et ça l'envoie sur ton compte YouTube comme si c'était en train de sortir de ton OBS de chez toi à la maison. Le restream il plante parce qu'il y a YouTube qui décide de nous couper le clapet ou j'en sais rien. Bah tant pis, ton pod il plante. Et là notre service restream il se dit oula, il y a le restream de l'Alpaga qui marche plus. Allez vas-y, on le relance. Mais ça contraint. Et toi tout seul dans ton coin, ça va rien casser d'autre. De la même manière, aujourd'hui, quand tu lances ton Gmail dans ton navigateur, ça t'attends toujours une seconde ou deux là, avant que l'interface elle s'affiche. Bah, en fait, quand tu es en train de lancer ton Gmail, eh ben, ce qu'ils font, Google, derrière, ils te lancent un serveur pareil à la volée, paf, avec tout le code qu'il faut et toutes tes données de ton Gmail à toi. Ton Gmail il plante? Aucune implication sur qui que ce soit d'autre, il n'y a que le tien qui a planté, tu relances ta fenêtre et il te relance un nouveau serveur automatiquement et tu te rends compte de rien et tout fonctionne. Donc voilà derrière comment ça fonctionne, voilà derrière la grosse machine à gaz qu'il y a aujourd'hui, mais c'est plutôt, c'est pour ça que je disais tout à l'heure résilient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pète, bah c'est pas grave, ça se relance, on le sait, on est capable de faire des choses et tous les services peuvent parler entre eux pour s'informer les uns les autres de ce qui est en train de se passer. Et bah, le replay, comment ça fonctionne? Le replay, c'est juste une petite prise de conscience. Bon, il y en a marre, il n'y a pas assez de gens, enfin c'est pénible le soir quand je m'ennuie, je prends mon téléphone, je vais dans la ptise, c'est nul, il n'y a rien à voir parce que les gens ils sont pas live. Et alors que je vais dans Facebook, je vais dans Twitter, il y a toujours des choses à lire. Et ça c'est comme le nerf de la guerre, c'est une application, bah t'as envie que les gens ils la lancent le plus souvent possible. Et on s'est dit bon, c'est quand même bête parce que tous les fichiers sont toujours dans le cloud. Tous les fichiers de tout le monde depuis le début de CIS, on a des centaines de milliers d'heures de contenu dans le cloud aujourd'hui, et on n'en fait rien. Bon bah on va faire une feature, allez-y là, puis on n'y passe pas 2 mois, on n'y passe pas un mois, on essaie d'aller droit au but. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Si un live va durer plus de 10 minutes, et bah à la fin du live, quand le live est fini, il y a un événement qui passe dans nos bus, qui est broadcasté partout dans nos bus sur nos infras. Et puis, bah, on va faire un service replay qui va écouter cet événement-là. Et quand il voit qu'il y a un live qui vient d'être fini, et ben, donc il est alerté instantanément, le service, et il regarde. Est-ce que le live en question a duré plus de 10 minutes? Ah oui!
bon, bah viens, on régénère une playlist VOD de ce live et on le rattache à la chaîne. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, je te passe tous les petits détails. Ça a toujours l'air aussi simple que ça. Puis après, quand tu commences à l'étudier, il y a toujours un milliard de cas particuliers. Les edge cases qui sont les plus pénibles à gérer, mais on les a gérés. Mais voilà. Et donc, on a développé ça en 2 jours. Et ce qui fait que maintenant, on a en 2 jours, là, enfin avec un jour de stats, lui, il a le replay hier, en gros, sur nos stats quotidiennes que toute la boîte regarde tous les matins en se levant. De toute façon, on reçoit un message dans Slack pour valider le fait qu'on ait bien regardé les résultats de la veille en termes d'audience, de ce qui a marché, pas marché, les problèmes, ce qui a le mieux marché, tout ça. Dès le premier jour, le replay représentait 25% de l'audience de CIS. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on va être à 50%. Le deuxième jour de la feature replay sortie, le replay représente 50% de l'audience, la moitié d'audience du live. Mais comme on l'a répété ce matin en réunion avec toute l'équipe, avec toute la boîte, notre priorité, ça reste le live. Le replay, c'est cool. C'est même pas du replay, en fait, du catch-up. Louper l'émission de l'Alpaga samedi soir parce que j'avais des amis à la maison, bah, c'est pas grave, je peux la regarder tranquillou le dimanche. Mais je pourrais pas la regarder dès que l'Alpaga refera un nouveau live et ainsi de suite. Si tous tes contenus sont là, on t'incite plus trop à faire du live. Alors que si t'as qu'une seule émission en replay, bah, on vous incite à continuer à refaire du live pour en faire d'autres et d'autres et d'autres et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Donc vous avez trouvé un genre de compromis entre la VOD totale, comme sur par exemple Twitch ou carrément YouTube avec YouTube Live, mais après YouTube, ça reste la fonctionnalité principale. Et par exemple Periscope, je crois qu'il n'y avait pas du tout de rediffusion sur Periscope. Ouais. Et ce qui fait que des fois, aujourd'hui, là, tu vas sur Periscope en française et tu as 5 lives dans le monde entier de dispo. Là, tu te dis, waouh, ils ont quand même bien détruit la plateforme, quoi. Ouais. C'était une belle machine, mais ouais, on a trouvé un compromis parce que pareil, enfin, marqué maintenant qu'il y a pas mal de réseaux sociaux depuis 10-15 ans, là, et ben, on se rend compte que chaque réseau social a sa fonctionnalité et n'en sort jamais, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Snap, même après le rachat, est resté Snap et a pas été intégré. Pareil pour Instagram, pareil pour parce que tu peux plus intégrer les choses. Instagram, ils font de la photo, point. Ils ont beau essayer de faire de la vidéo, IGTV et ainsi de suite, ça marche pas. Twitch, c'était du live à la base. Ils ont mis de la VOD à bloc. La VOD, ça représente 1% de leur trafic et de leurs revenus. C'est que dalle. Les gens viennent pas regarder la VOD sur Twitch. Même si on a l'impression que si, au final, la VOD, elle est très peu consommée sur Twitch. Parce que Twitch, avant tout, c'est du gaming live, donc c'est du live. Acropolis, là, dont je parlais tout à l'heure avec les ministres, super, il y a 8000 personnes qui les ont regardées, mais dans le chat, ils ont dû modérer à bloc, et le contenu, il était plutôt pourri. Et quand tu discutes après avec, quand tu retrouves après les viewers qui ont regardé ça, bah, totalement hors sujet, quoi. Bah ouais, t'es en train de parler à des gens, sont anti-télé et qui consomment Twitch, et tu viens refaire un plateau de télé sur une plateforme anti-télé, quoi. Non, c'est Twitch a été identifié anti-télé, du live, du geek. Faut rester dans les codes là, tu peux plus changer de code. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le live sur YouTube, ça marche. Enfin, c'est un détail, quoi, comparé à la VOD sur YouTube. Mais à la base, YouTube, c'est de la VOD, point. Les gens, ils viennent pas sur YouTube live, quoi, en fait. Ils viennent sur YouTube mater de la VOD. C'est pour ça que nous, dès le début, on est resté longtemps sans replay, alors que les contenus, on les a tous depuis le début, hein. Là, ce qu'on a fait en 2 jours, là, on aurait pu le faire dès le début, c'était pareil, hein. Pas plus de freins, on avait déjà tous les fichiers et tout. On veut s'identifier, on veut que les gens nous identifient comme une plateforme de live généraliste, où on peut trouver les outils pour produire facilement du live et du live qui intéresse les communautés. Voilà notre mission. Donc si on met trop de VOD, on brouille un peu les pistes. Voilà. Et là on a craqué juste sur un replay, c'est tout, le dernier, comme ça. Il y a toujours quelque chose sur ta chaîne. Voilà, c'est bien, non? Effectivement, mais c'est super comme compromis, moi je trouve. D'ailleurs, l'Alpaga, est-ce que vous avez fait du contenu? On va en faire sur notre chaîne, ça avec les lives sur les jeux vidéo d'Ivo, je ne sais pas si tu as prévu. Samedi, je t'avoue que j'en ai pas fait. Soit effectivement. Oui, après, on verra. Bah, toi, comme t'avais fait quand t'étais à la Geek Ferry, je crois, je sais plus. Oui, Geek Life, oui. J'avais fait un petit live sur les lieux pour informer tout le monde, mais c'est vrai qu'effectivement, on va en produire du contenu, mais sinon. Dès que vous allez refaire une émission, dès que vous avez fini, ça y est, elle sera instantanément en live. Ça apparaît en replay, pardon. Ça sera bien, mais effectivement,
c'est plutôt pas mal, effectivement, d'avoir des chaînes qui apparaissent comme ça, parce qu'effectivement, c'était un peu vide quand il n'y avait pas les replays. Quand on arrivait, soit on attendait qu'il y ait un live, ou soit on regardait les best moments si on les avait pas vus. Mais là, du coup, effectivement, on avait directement les replays si jamais on n'avait pas vu le, les anciennes émissions qui passent. Mais effectivement, Ouais. c'est Non, mais voilà, moi, assez. moi je trouve ça sympa l'idée de se dire que voilà, c'est pas du VOD, mais par contre, si on a raté une émission, bah, on peut aller la C'est ça. regarder juste après. Voilà. Bah, content que ça vous Justement, plaise. si on a raté le début du live, bah, à la fin du live, on peut aller regarder juste le début, des trucs comme ça. Alors d'ailleurs, ouais, il va falloir qu'on fasse un truc, parce que dès que la chaîne elle est coupée, il y a même pas une demi-seconde et paf, ça y est, ça recommence et c'est tout de suite le replay qui reprend, quoi. Et Ouais. peut-être falloir qu'on trouve une astuce pour bloquer, je sais pas, pendant 30 secondes, si t'es en train de regarder le live, j'en sais rien. Parce que des fois, là, enfin, depuis hier, on a déjà eu des gens qui nous ont dit, ah, mais en fait, j'avais pas capté, quoi, que ça avait enchaîné sur le replay. Et je pense que c'est l'émission qui continuait. Je me suis dit, c'est bizarre, je l'ai déjà vu. Ils redisent la même chose et tout. Il va falloir qu'on trouve une astuce pour ça, je pense. Mais on verra bien. Il y aura plein de choses à améliorer. C'est ça qui est top, c'est ça qui excite un peu toute la boîte, c'est que le sujet, enfin, c'est tellement énorme ce qu'on a à faire. Ah bah, ça, c'est sûr. D'ailleurs, quand on va voir les fonds d'investissement, globalement, ils nous disent, il y en a beaucoup qui nous disent la même chose, hein, vous êtes fous, les gars. Vous voulez être un point de destination, c'est-à-dire, tu vas plus me voir sur Facebook, mais tu vas me voir sur Seize. Waouh. Et puis personne qu'ose faire de point de destination. Voilà, c'est réglé. Maintenant, les points de destination dans la vie, c'est Google, Twitch, Facebook, Twitter, Insta, puis voilà, ça s'arrête là, Snap, et ça s'arrête là, puis c'est comme ça, ça sera comme ça jusqu'à la fin du monde. Eh ben non. Non, non, les Français, ils sont capables de faire un truc bien aussi, et ouais, ouais, on va être un point de destination, ouais. Ouais, on dit aux gens, viens me voir sur 6.tv slash l'alpagacho, ouais. Ok, et on va ramener du monde là-dessus, on va se débrouiller pour le monde, et ouais, on veut être un point de destination. Après, ils nous disent, ouais, puis en plus, vous demandez aux gens de créer du contenu. Bah ouais, ouais. Et en plus, on demande aux gens de créer du contenu, ils en créent, on essaie de les motiver, on essaie de, voilà, on est là au taquet, on est là pour leur donner la main. Et tiens, ça, tu peux compter ça aussi dans les arguments qui nous différencient des autres plateformes. Et que quand tu demandes de l'aide à YouTube, bon, déjà, ils te parlent que si tu as 10 000 followers. Et puis là, il y a des gens de chez YouTube qui viennent te donner de l'aide. Ils t'invitent à des petites sauteries, des parties, super chouette. Hein, on n'a pas les sous de faire tout ça, mais c'est des employés, c'est des gens qui font leur taf en fait pour t'accueillir et pour que tu produises encore plus, et ainsi de suite. Alors que nous, bah, toute la boîte elle est concernée, toute la boîte elle est humaine. On est des êtres humains. On fait ça par passion avant de le faire juste pour être payé et avoir un salaire mensuel. Et bah voilà, on vous offre des stickers si vous avez besoin de stickers, on vous offre des t-shirts si vous avez besoin de t-shirts, on vous offre. Bref, on est là pour. Enfin, je sais pas, vous êtes nos premiers streamers, vous êtes les premiers à venir là-dessus et tout. Et bah ouais, un des avantages qu'il y a à être chez 6, c'est qu'aujourd'hui on t'accompagne, on accompagne pas mal de gens à se lancer dans le live. Vous êtes super calé, l'Alpaga, vous êtes déjà au taquet avec Discord, vous avez un super set le samedi soir, là, tout est bien organisé, vous enchaînez tout bien, enfin, vous faites. Au début, je pensais que vous étiez des pros, en fait, que c'était votre métier. Et quand j'ai gratté un peu, que j'ai regardé qui vous étiez, je me suis dit, putain, merde, c'est juste des tas de passionnés et ils sont meilleurs que tout un tas de pros, quoi. Et mais il y a plein de gens, en fait, ils ont peur, ils savent qu'ils veulent se lancer dans le live. On a accompagné plein de gens comme ça là-dedans. Bruit de table, ils vont interviewer Oui. Fartad qui interview les Ouais. plus grands chefs cuisiniers et tout. Il sait qu'il devait se mettre au live, mais c'est compliqué le live, t'as pas le droit à l'erreur, tout ça machin. Bon, on l'a accompagné. Alors ça a pris du temps, hein, parce que le changement fait toujours peur, et puis il faut s'y mettre, faut trouver les idées. Voilà, ça, tu changes pas du jour au lendemain. Mais entre le moment, la première fois où je l'ai vu, et on peut dire 9 mois après, bah ça y est, il commence à en commercialiser, il commence à être bien organisé, il a sa petite équipe, sa petite valise à live, et ainsi de suite. Il a couvert des salons gastronomiques, voilà, il y a ce genre de choses. Il y a une avocate aussi, pareil, qui voulait faire du live, mais qui osait pas. Bon, bah ça y est, elle a fait ses premiers lives. Il y a tout un tas de chaînes comme ça qu'on a onboardé et qu'on accompagne. On vient avec toi faire tes premiers lives, on vient te donner des conseils, on vient t'aider, on vient te. Voilà, bon, bah ça, les autres plateformes, elles te le donnent pas. Et nous, ça, on le fait parce que bah, quand tu montes une boîte, bah, faut mettre les mains dedans hein, et il faut y aller. Ouais, Tes premiers utilisateurs, ils valent de l'or. Faut qu'ils soient contents, faut qu'ils soient heureux, faut qu'ils y arrivent. Voilà. D'accord.
Eh bien, bah, c'est extrêmement prometteur. De toute façon, bah, effectivement, on s'est mis à 6 depuis, oui, je crois janvier, hein, si je me souviens, janvier, oui, 4 janvier. Puis Ouais. depuis, hein, enfin, moi personnellement, j'adore tout ce qui se passe dessus. Il n'y a pas un seul moment où je ne prends pas mon téléphone pour regarder ce qui se passe. Et non, non, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, non? Vous avez extrêmement bien bossé pour faire ça, non? C'est respect complet. Voilà, voilà. Eh ben merci. Et puis on écoute tes retours, on écoute vos retours à chaque fois. Pagacho, chat, ça nous fait plaisir. Et je sais pas si c'est toi qui m'a répondu il y a 2. Ah bah je pense que c'est sûrement moi. Après peut-être Divo, je sais pas Ouais. si Divo tu as enfin c'est moi qui prends souvent le compte de l'Alpaga Show, donc c'est souvent Ouais, moi qui suis ouais, ça derrière doit être toi, ça doit être toi. effectivement, Il y en a un ou deux qui m'a dit qu'il fallait plutôt remettre les broadcast infos sur un replay plutôt que replay du 12 mars. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Je crois que Ah. c'est moi, ouais. Donc voilà, ça a été mis dans la roadmap parce qu'on l'a D'accord. pas du tout prévu. On est allé droit au but sur la fonctionnalité du replay et ça demandait un tout petit peu plus de dev, donc on l'a repoussé pour l'instant et on va voir. Voilà, voilà. Enfin, en tout cas, on écoute nos utilisateurs pour qu'ils soient heureux. Et si tu vas souvent sur l'app 6 pour bon bah voilà, maintenant il y aura toujours des mais systématiquement. Pas forcément du live, mais du replay, donc c'est bien. Mm. Cool. Mission accomplie. Non, mais c'est super. Bon, bah, c'est tout bon. Je pense qu'on a fait le tour des questions pour nous. Ouais, Ouais, ouais. c'est cool. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller sur Steez et sur le stream, ou si vous voulez pas streamer, juste vous connecter avec un compte sur 6 pour pouvoir aller sur la chaîne de l'Alpaga et cliquer sur le bouton suivre l'Alpaga. Comme ça, vous aurez une notification à chaque fois que l'Alpaga passe en live et vous ne manquerez aucun de leurs lives. Voilà, voilà. C'est ça, exactement. C'est exactement Ça, je ça. fais de la pub pour l'Alpaga. Ah oui, bah c'est super, non, mais effectivement, c'est non, très prometteur en tout cas, c'est génial. Eh ben, merci à vous. Merci à vous aussi.